commence l'enregistrement. Très bien. Voilà. Par contre, il faut... Ok. Très bien. Très, très bien. Alors, de quoi est-ce qu'on a parlé la dernière fois? Les 4 écoles. Très bien. Oui. Et voici la 5e école. On a parlé des 4 écoles. Ouais. Donc, bien sûr, à chaque fois, la motivation, elle vous appartient. C'est votre responsabilité à chaque fois de repenser à la motivation pour laquelle on étudie. C'est très important. Essayez de penser qu'on le fait pour le bien de tous les êtres, pour contribuer à la paix dans le monde. C'est très utile de le faire. Ouais. OK. Donc, on a parlé en effet des 4 écoles. Ouais. Les 4 écoles, vous vous souvenez, on les avait divisées en 2 groupes. Ouais. Donc, il y a le premier groupe. C'était quoi? Alors, ça, c'est le deuxième groupe. Ouais. Donc, le premier groupe, voilà. Oui, Vaibhashika et Sautrantika, ouais. Exactement. Qui appartiennent au premier véhicule, le véhicule fondamental. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'elles appartiennent au véhicule fondamental? C'est qu'elles n'acceptent que le non-soi de la personne. Ouais. Alors que les écoles mahayanistes, Chittamatra et Madhyamaka, acceptent aussi le non-soi des phénomènes. Ouais. Ça vous parle? Ok, waouh, très bien. Très bien, très bien. Donc, je vais passer les diapos qu'on avait faites, tout simplement. On avait vu les 2 premiers types de soi de la personne. Vous vous souvenez? Permanent, unitaire et autonome, et autosuffisant et substantiel. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Ouais, ok. Très bien. Donc ça, ces 2 types de soi de la personne, ces 2 types de soi et de non-soi sont communément acceptés à travers toutes les écoles philosophiques bouddhistes. Ouais. Il n'y a vraiment que le prasangika qui va être spécifique. Ok. Il n'y a vraiment que le prasangika qui va être spécifique, mais sinon, toutes les écoles philosophiques non prasangika vont accepter que le non-soi grossier de la personne, c'est l'absence de personne permanente, unitaire et autonome, et le non-soi subtil de la personne, c'est l'absence de soi autosuffisant et substantiel de la personne. Ouais, ouais, ça va? Ok, très bien. Il n'y a que les prasangika qui vont arriver et qui vont dire non, il y a plus subtil. Il y a plus subtil que ça. Il y a l'absence de soi inhérent de la personne. Ouais. Ok. Et donc, les prasangika, quand on leur parle d'un soi permanent, unitaire et autonome, ils rigolent. L'idée, c'est que c'est vraiment grossier, il faut mettre le nez dans des livres pour l'imaginer, pour le concevoir, ce type de soi. Parce que ça implique que la personne serait séparée des agrégats, que son âme ou son soi, son atman serait quelque part dans l'espace, et ces agrégats seraient dans le temple, par exemple. Ouais. Donc les Prasangika, ils disent ça, c'est extrêmement philosophique, c'est extrêmement grossier. Donc ils ne se prennent même pas trop le chou à réfuter ça. Ouais. Ok. Ça va? Ok. Donc c'est purement acquis, ce type de soi permanent, unitaire et autonome. Par contre, le soi autosuffisant et substantiel, il peut être acquis et il peut être inné. Ouais. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux, entre l'acquis et l'inné? Alors voilà, une petite musique d'ascenseur. L'acquis, en fait, c'est qu'on peut développer les utilité que ça arrive. Inné, c'est on le trimballe avec soi au cours de toutes nos existences. Ouais. On est avec ça, en fait, tout simplement. Et acquis, là, c'est issu d'un raisonnement, c'est issu d'une expérience, c'est issu d'une étude philosophique, etc., etc. Ouais, c'est ça la différence. Très bien. OK. Donc, ça veut dire que si on conçoit un soi de la personne, par exemple, un soi inhérent de la personne, c'est ce à quoi s'attaque la Tsongkhapa dans ce chapitre-là, le soi, la saisie d'un soi inhérent, elle est innée, on la travaille avec nous, c'est ça qui nous fait renaître du point de vue bouddhiste. Oui, c'est ça qui nous fait renaître. Ouais. OK. Mais on peut corroborer cette vue fausse en mettant le nez dans des livres, des écoles philosophiques plus ou moins bouddhistes qui pourraient dire oui, il y a un soi inhérent, la personne existe de son propre côté. Et donc, s'il y a une réflexion qui sous-tend cette vue fausse innée, ça devient l'acquis. On a l'inné et l'acquis dans ce cas-là, ouais. Ça va? Cool. Ok, très bien. Donc là, on a parlé du soi de... Oui.
C'est à la fois inné et acquis. Exactement, ça peut être inné et acquis. Tu renforces l'inné, Exactement. ça devient acquis. Oui, ça veut dire que si on a donc l'inné, on n'a pas le choix, il est là. Il est dès qu'on est un être ordinaire, on l'a nécessairement dans notre continuum, mais on peut le renforcer, le soutenir philosophiquement grâce à un point de vue philosophique qui va nous corroborer corroborer cette vue fausse. Et dans ce cas-là, ça devient une saisie intellectuelle acquise, philosophiquement acquise. Mais il n'empêche qu'on garde quand même l'inné, elle est toujours là. Une autre question que j'ai aussi entendue, c'est que la vie, considérant le soi comme indépendant, unitaire Oui. Peut-être le plus grossier, permanent, unitaire et autonome. Ouais. C'était acquis. Exactement. Pour les Prasangika, c'est uniquement acquis. Exactement. Pour les autres écoles, non. Voilà. C'est ça où il y a vraiment cette différence fondamentale. Ouais. OK. Donc, c'est pourquoi on a la nécessité, donc dans cet épisode 2, de voir des notions philosophiques, les écoles philosophiques. Ouais. Siddhanta en sanskrit ou Dukta en tibétain. Et donc, le Bouddha dit ça dans le Lankavatara Sutra, dans le sutra de l'entrée à Lanka, il dit il dit, mon mode d'explication du Dharma, c'est les conseils et les écoles philosophiques. Ensuite, il dit, les conseils sont donnés aux êtres puérils et les écoles philosophiques sont données aux yogis. Donc, vous êtes les yogis. C'est une bonne nouvelle. OK. Vous avez bien fait de venir. OK. Donc, un petit flashback pour essayer de revoir ce qu'on disait quand on disait l'acquis. L'acquis, ça veut dire avoir des idées philosophiques qui viennent tout simplement d'une étude, d'une théologie, d'une philosophie, etc. Ouais, c'est tout simplement ça. OK. Et donc, il y a l'inné et l'acquis, il y a des soi de la personne qui peuvent être l'un ou l'autre, comme on vient de le dire. OK. OK. Donc, on a la saisie du soi de la personne. La saisie du soi de la personne, il faut essayer de voir, on essaiera de le voir dans un autre diaporama. Okay, on verra pour plus tard dans un autre diaporama. Il faut essayer de voir qu'il y a la saisie du soi des personnes et le soi des phénomènes, ouais, autres que les personnes. Donc ici, vous avez des tas. Des tas, ça symbolise les agrégats. Ouais, quand le Bouddha a parlé des agrégats, il a pris des grains de blé, grains de riz, grains de sable, et il les a mis en tas pour dire, voilà, skanda en sanskrit, ça veut dire agrégat, agrégation. Donc nos 5 agrégats, c'est quoi? C'est des tas. Exactement. Et c'est des tas de quoi? C'est des tas de quoi? Oui, très bien. Le tas de forme. Ensuite, le tas de quoi? La perception. Oui, on peut dire l'identification, donc sensation et identification. Les facteurs mentaux. Facteurs mentaux. En fait, les facteurs composés. Les facteurs composés et les consciences, oui. Quelqu'un a dit les consciences, oui, bravo. OK, forme, sensation, identification, facteurs composés et conscience, ouais. OK, donc dans les facteurs composés, il y a des composés associés et des composés non associés. OK, par exemple, l'impermanence de la personne, les graines karmiques de la personne, les graines des afflictions, tout ça, c'est des potentialités, c'est impermanent, mais ce n'est pas de la forme, ce n'est pas de la conscience. C'est comme le temps, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, ouais. OK, donc ça fait partie de la trousse qu'on appelle facteur composé, tout simplement. OK. Et la saisie de soi des phénomènes, ça peut aussi s'appliquer à des trucs autres que les formes internes. Ça peut être un pot, une table, un paysage, etc., etc. Ouais, ça va jusqu'à maintenant? Ouais? OK. Ouais, si ça ne va pas, n'hésitez pas. Hein. Ça va? OK. Très bien. OK, donc là, on va surtout voir le soi des phénomènes. Tu vois bien, Samten? C'est un peu... Ouais? OK. Très bien. Donc, il y a l'existence véritable. Ça, c'est les soi tantrika. Ouais, vous vous souvenez, les soi tantrika, ils font partie de quelle école? Oui. Oui, exactement. Ils font partie de l'école Madhyamaka. Ouais. C'est un sous-courant de l'école Madhyamaka. Ouais. OK. Les autonomistes. Oui, vous vous souvenez, on en a parlé. Pourquoi on dit autonomiste? On en avait parlé la dernière fois, je crois. Hein. Oui. OK, c'est pas grave. La personne autosuffisante et substantielle, c'est ça? On pourrait dire ça. Ils vont dire que tout ce qui existe existe de manière autonome. Ils vont dire qu'ils emploient des syllogismes autonomes. Ils vont dire
Ils vont dire le son est impermanent car il est produit, c'est un syllogisme et c'est autonome. Ça veut dire que le sujet, le prédicat, la raison, les relations logiques entre ces éléments existent de manière autonome, existent de manière inhérente conventionnellement. Ouais. C'est ça qu'ils vont dire. Ouais. Ça va? Ok. Très bien. Tout le processus est autonome. Pardon? Tout le processus. Tout le processus, exactement, tout à fait. Autonome, donc le sens n'est pas interdépendant avec d'autres choses. Oui, en fait, ils vont dire autonome, ça veut dire que ils vont accepter une existence inhérente conventionnellement. Ils vont dire que, par exemple, si vous cherchez une table, si vous cherchez vraiment ce qu'est une table, pour eux, vous allez la trouver dans ses parties. Et donc, ça veut dire que la table, si on la cherche vraiment, en fait, si on ne se satisfait pas de chercher la table, où est-ce qu'elle est dans le temple, on se dit, OK, où est vraiment la table? Et on dit, bah, c'est ses parties, c'est l'ensemble de ses parties. Et donc, ils trouvent quelque chose. Ils trouvent quelque chose. Ça veut dire que la table a une existence inhérente conventionnellement. Ouais. Elle existe pour une bonne partie de son propre côté. Elle est séparée de celui qui l'a construite, par exemple. Exactement, tout à fait. Ouais. Les autres écoles vont l'accepter aussi. Mais pour les Swatantrika, il y a une existence inhérente. Ça veut dire que si on cherche quelque chose, on doit pouvoir le trouver dans sa base d'imputation. On doit trouver parmi ses caractéristiques ce qu'est la table. OK, très bien. Et donc, pour eux, la conception d'existence véritable, c'est plus subtil que la personne autosuffisante et substantielle. Ça s'applique à tous les phénomènes. Parce qu'elle n'implique pas généralement le fait de concevoir qu'il y a une entité en dehors de l'esprit et du corps qui les contrôle. Donc, c'est juste de ce point de vue-là où c'est plus subtil. Donc, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que l'existence véritable, pour les Swatantrika toujours, reviendrait pour tous les phénomènes, les personnes incluses, à exister de manière inhérente au niveau ultime. À exister de manière inhérente au niveau ultime. Donc, on va voir ce que ça veut dire. On va voir ce que ça veut dire. On va voir ce que ça veut dire. Est-ce que vous avez du temps aujourd'hui? On peut finir à quelle heure? 5 heures? Ok. Ok, on va voir ce que ça veut dire. C'est comme si le phénomène ou la personne en question avait son propre mode d'être non commun, c'est-à-dire son existence inhérente, sans devoir être établi par une cognition non défectueuse. Donc, c'est exactement la formulation des Swatantrika qui est extrêmement alambiquée. Extrêmement alambiquée. Donc, on va prendre un exemple. Ils prennent un exemple d'un magicien qui se trouve en Inde. Hein, c'était à l'époque les yogis, etc., les fakirs, on pourrait dire. Vous avez un magicien. Et donc, il veut avoir un auditoire autour de lui, des spectateurs. Donc, qu'est-ce qu'il prend? Il prend un morceau de bois. Donc, dans les textes, il parle juste d'un morceau de bois. Moi, j'ai pris exprès un morceau de bois qui a une forme particulière pour bien montrer que déjà du côté de l'objet, il y a déjà quelque chose. Ouais. Très bien. Mais dans l'exemple classique, c'est juste un morceau de bois. OK, donc il récite des formules magiques, il balance de la poudre de perlimpinpin dans l'auditoire. Et au lieu de voir un morceau de bois, on voit un éléphant magique. Magnifique! Waouh! C'est magnifique. OK, donc ça veut dire que cet auditoire-là a entendu le mantra, a été en présence de la poudre de perlimpinpin, et donc voit un éléphant hallucinatoire. Ouais. Le magicien aussi, parce qu'il a entendu son mantra, il est au contact de cette poudre de perlimpinpin, et donc il voit l'éléphant aussi. Sauf que le magicien, il sait très bien ce qui se passe. Ouais, donc lui, il n'adhère pas au fait que l'éléphant existe de son propre côté. Il sait très bien que c'est à cause du mantra et tout ça et tout ça. Ouais, ouais, ça va? OK. Donc le magicien représente le Swatantrika Madhyamika. Il sait très bien que les phénomènes donnent l'impression à la conscience mentale d'exister de manière véritable, mais n'existent pas de manière véritable. OK. Et nous sommes les hallucinés. Nous percevons les choses, OK, très bien. Donc, sensoriellement, de manière sensorielle, tout va bien. Mais à la conscience mentale, pour les Swatantrika, on a l'impression, c'est notre saisie innée, que les phénomènes existeraient de leur propre côté, sans être validés par une conscience. Ouais. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'éléphant magique, il existe de son propre côté comme ça, sans qu'il y ait notre conscience hallucinée. Ouais. OK. On est les êtres ordinaires, donc nous, on est hallucinés par ça. Et il y a des spectateurs qui arrivent en retard, qui représentent les Bouddhas. Et eux, ils arrivent en retard, donc ils n'ont pas entendu le mantra, ils n'ont pas été en contact avec la poudre de perlimpinpin. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient juste un morceau de bois. Ouais.
Donc, ils se disent, waouh, on a payé un billet de, de spectacle juste pour voir un morceau de bois. Remboursé. Et donc, c'est ça. C'est-à-dire que les Bouddhas, eux, l'apparence d'existence véritable ne leur apparaît pas, tout simplement, parce qu'ils sont libérés du sommet de l'ignorance. Ouais. Alors que nous, on a l'existence véritable qui nous apparaît à la conscience mentale, pas aux consciences sensorielles, mais à la conscience mentale. Et donc, on est halluciné. On prendra un autre exemple, c'est vous allez au cinéma 3D. C'est un peu le même principe, vous allez au cinéma 3D, et vous avez sur l'écran, vous avez déjà ce qui ressemble déjà à une fleur. Ouais. Vous avez sur l'écran, ça ressemble déjà à une fleur, déjà de son propre côté. On va dire, il y a 50% de l'objet qui est là. Et vous mettez les lunettes 3D, vous voyez une fleur qui est en 3D comme ça. Donc, il y a 50% de votre côté. Ouais, 50% plus 50% égale 100%. OK. Ça veut dire qu'ils disent que la fleur en 3D, c'est l'existence inhérente. C'est une fleur qui existe de manière inhérente, qui existe de son propre côté, mais il faut qu'il y ait une conscience qui soit là pour valider ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une existence inhérente conventionnellement. Ouais. L'existence véritable, ce serait une existence inhérente qui existerait de son propre côté, sans qu'on ait les lunettes 3D. Il faudrait qu'on voit le truc en 3D sans les lunettes 3D. C'est ça l'existence véritable pour eux. Et c'est réfuté, bien sûr. Ouais, ça joue? Non, tu peux répéter là. Ouais. Donc, en fait, l'existence véritable pour les Swatantrika, ce serait d'avoir une apparence en 3D sans les lunettes 3D. Ça veut dire une existence inhérente de son propre côté. Non, on ne pourrait jamais l'avoir maintenant. Comment ça? Mais si tu n'as pas les lunettes. En fait, voilà, exactement. Il faut avoir les lunettes. Et c'est ce que disent les Swatantrika. Ils disent qu'il faut qu'il y ait une conscience non défectueuse qui valide l'existence inhérente. Et donc, l'existence inhérente existe conventionnellement, tout va bien. Si elle existait de son propre côté sans que notre conscience valide cela, donc sans les lunettes 3D, ce serait une existence véritable. Ouais. Waouh, magnifique. Parce que ça, c'est très important, c'est très subtil. Si on comprend l'existence véritable des Swatantrika, on a des chances de comprendre ce que veut dire l'existence inhérente des Prasangika. Ouais. Ça va ou pas? C'est un peu compliqué? Ah, ok, très bien. Ok. Très, très bien. Bravo, bravo. Donc, essayez d'y revenir parce que cet exemple du magicien est un petit peu tordu parce que forcément, la conscience des personnes, des spectateurs est hallucinée à cause du mantra, etc. Alors que, et donc, c'est les consciences sensorielles, alors que chez les Swatantrika, c'est que la conscience mentale qui est hallucinée, ce n'est pas la conscience sensorielle. Donc, l'exemple est assez limite, comme tout exemple. OK. Donc, c'est pour ça il faut rajouter ça pour dire, OK, l'existence 3D de son propre côté apparaît uniquement à la conscience mentale. Il faut rajouter ce truc-là. OK. Les Prasangika vont dire, l'existence inhérente n'est possible ni ultimement, ni conventionnellement. Ça, c'est très important. Les Prasangika disent aux Swatantrika, votre existence de son propre côté à 50% de l'objet, c'est déjà 100%. Quel besoin a l'expérimentateur de valider cela? Donc, les Prasangika disent vos 50% du côté de l'objet, ça revient à dire 100%. Donc, votre existence inhérente conventionnelle, pour nous, c'est déjà l'existence véritable, disent les Prasangika. Et c'est réfuté. Ouais, il n'y a pas d'existence inhérente de son propre côté. Ce que font les Prasangika, ils cherchent la table. Est-ce qu'ils peuvent la trouver? S'ils passent la table dans la machine à rayon X ultime, est-ce qu'ils peuvent trouver la table? Non. Qu'est-ce qu'ils trouvent? Ouais, ouais, très bien. Et en particulier, qu'est-ce qu'ils trouvent? La vacuité d'existence inhérente ou la vacuité d'existence ultime de la table. Ouais. Très bien. Donc ça, c'est très important. Le non-soi subtil de la table. Ouais. Très bien, ok. Donc, c'est-à-dire que les Prasangika, ils regardent les Swatantrika en train d'analyser la table. Les Swatantrika disent, nous, on analyse la table, on cherche la table et on la trouve dans ses parties. Et pour eux, c'est encore une analyse conventionnelle. Les Prasangika disent, vous êtes déjà dans une analyse ultime. Vous êtes déjà en train de franchir la frontière de l'analyse conventionnelle. Ouais, si par exemple, vous vous demandez où est-ce que j'ai mis mes clés, vous cherchez dans la pièce, où est-ce que j'ai mis mes clés. Et un Swatantrika arrive et dit, mais tes clés, tes clés, en fait, qu'est-ce que c'est tes clés? C'est juste l'ensemble des molécules. Mais ça ne vous intéresse pas. Vous cherchez vos clés dans la pièce. Vous êtes dans une recherche conventionnelle. Si on commence à vous dire, bah, fais une analyse ultime de tes clés, non, ça ne fonctionne pas. Ouais. Il faut rester dans le conventionnel. Ouais. Très bien. Donc, si on cherche la table dans la pièce, c'est une analyse conventionnelle. Si on ne se satisfait plus de cette recherche conventionnelle, ça veut dire qu'on va chercher où est vraiment la table.
Ouais. C'est-à-dire qu'on franchit la frontière de l'analyse conventionnelle. Et forcément, on arrive dans une analyse ultime. Et trouver quelque chose à l'issue d'une analyse ultime, ça veut dire trouver une existence ultime pour les prasangika. Ouais. Est-ce que c'est possible? Non. On ne peut pas trouver d'existence ultime. On ne peut pas trouver la table dans sa base de caractéristiques. C'est impossible. Ok, très bien. Donc, c'est pourquoi les prasangika, eux, ils vont parler d'existence inhérente. Ils vont dire cette conception s'applique aussi à tous les phénomènes, pas uniquement les personnes. Comme la conception de l'existence véritable des swatantrika, nous concevons quelque chose que nous pouvons pointer du doigt. Cependant, nous ne concevons pas cela comme étant quelque chose parmi les agrégats ou les parties, mais plutôt le soi ou la chose semble juste impossible à distinguer des agrégats ou des parties. Le jeu ou la choséité sont malgré tout plus importants, mais non différenciables de ceux avec quoi ils sont intimement reliés. Et donc, on a l'impression que si on cherche une personne, on a l'impression que la personne, spontanément, on a l'impression que la personne se trouve là de son propre côté, comme si elle n'était pas simplement désignée. Ouais. Mais si on regarde une table, on a l'impression que la table existe de son propre côté, que si on pouvait la chercher dans ses parties, on la trouverait. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose d'inné. C'est extrêmement subtil, c'est-à-dire qu'on ne distingue pas est-ce que la table serait différente de ses parties. En fait, c'est comme si c'était diffus, comme si elle imprégnait ses parties, mais qu'elle existait de son propre côté, dans les parties. Ouais. Ça va? Ouais. On va prendre un autre exemple. Par exemple, c'est un exemple donné par Veneur Geshe-Lossel, qui est vraiment exceptionnel. Vous regardez par exemple par la fenêtre. OK. Vous avez quelqu'un à côté de vous qui voit un bois ou une forêt. Et vous avez quelqu'un de l'autre côté qui voit des arbres. Est-ce qu'il y a plusieurs arbres ou est-ce qu'il y a une forêt? Qui dit quoi? Qui choisit quoi? Qui entre dans le club plusieurs arbres? Il n'y a pas plusieurs arbres là. Mais il y a un bois. Là, il y a une forêt, il y a un bois. Alors, il y a quoi? Alors, une forêt, c'est un ensemble d'arbres, oui. Oui, Christophe? Je dis, est-ce qu'il n'y a pas un chemin de milieu entre les deux? Alors, justement, c'est ça qu'on va essayer de voir. On va essayer de voir, là, ici, derrière la fenêtre, de son propre côté, est-ce qu'il y a une forêt ou est-ce qu'il y a plusieurs arbres? Ça dépend de ce qui regarde, parce que la forêt, pour la définition du géographe, par exemple, ce sera une autre définition que pour le commun d'entre nous. Donc, ça dépend voilà, de l'observateur. Ouais. Ça veut dire que la personne qui voit une forêt, la personne qui voit plusieurs arbres, qui se trompe? Qui est dans le vrai? Exactement, tout à fait, parce que ça dépend de l'observateur. Si par exemple, ce que je voulais prendre, j'ai oublié de l'apporter, un verre à moitié plein. Si vous êtes bien luné, vous allez le voir à moitié plein. Si vous êtes plutôt pessimiste, vous allez le voir à moitié vide. Qui a raison, qui a tort? Tout le monde a raison. Pourquoi? Parce que de son propre côté n'est ni vide ni plein. De son propre côté, il n'y a ni une forêt ni plusieurs arbres. Ça dépend de l'observateur. Ouais. C'est-à-dire que si c'était existant de manière inhérente, s'il y en a un qui voit plusieurs arbres et il y en a un qui voit une forêt, il y en a un qui devrait se tromper. Nécessairement. Et l'autre devrait être dans le vrai. Parce que de son propre côté, il devrait y avoir soit cet objet-là, soit cet autre objet. Ouais, mais ça dépend de l'observateur. Donc personne n'a tort. Ouais, vous êtes d'accord? Très bien. Donc l'existence inhérente, c'est comme si c'était là de son propre côté. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Ok. Très bien. Ok. Avec un autre phénomène tel qu'une table, la conception veut qu'il y ait quelques tabletés qui imprègnent la table et quelle est son identité réelle, sans concevoir que la table soit quelque partie spécifique, etc. Là encore, cette conception est innée, pas quelque chose d'acquis. Donc ça, c'est vraiment très important, mais ça peut devenir acquis, bien sûr, si on a des vues philosophiques par rapport à ça. Ok. Donc l'existence inhérente reviendrait pour tous les phénomènes, personne incluse, à exister de manière absolue, purement objective, indépendante d'une désignation conceptuelle. C'est ça qui est très important. Ouais. Ok. Normalement, vous avez dû méditer sur les niveaux d'existence dépendante la dernière fois, ouais? Ok. Donc c'est quoi le niveau d'existence dépendante? Oui. Ok. Donc, on a la production dépendante au sens littéral.
Au sens littéral, production dépendante. C'est ce que ils vont dire en sanskrit, ça veut dire parasambhavana, ça veut dire qui existe de manière en dépendance de cause et de condition. Ouais. Donc ça, c'est production dépendante au sens littéral de la production dépendante. OK. Vous avez la dépendance du tout par rapport à ses parties. Ouais. Du tout par rapport à ses parties. Par exemple, la table dépend de ses parties, etc. OK. Très bien. Et vous avez la désignation dépendante. Oui. Donc la désignation dépendante, on ne peut pas s'en servir pour raisonner et pour découvrir l'existence inhérente. C'est le résultat, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on doit se poser la question, de quoi dépend la table? Ou de quoi dépendons-nous? Nous dépendons de causes et de conditions, ouais. Ouais. Qui sont notre père, le karma, notre mère, l'ignorance. Oui, exactement. Exactement. OK. Donc, ça, c'est la production dépendante. OK. Donc, si on dépend de causes et conditions, comment est-ce qu'on pourrait exister de manière indépendante par rapport à des causes et conditions? Ce n'est pas possible. Ouais. OK. Donc, après, on va se dire, OK, même les phénomènes permanents, qui, eux, ne dépendent pas de causes et conditions, dépendent nécessairement de parties constituantes. Ouais, vous êtes d'accord? Par exemple, l'espace. L'espace incomposé, là, l'espace qui est autour de nous, de quoi est-ce qu'il dépend? Il dépend quoi? De quoi? De ses parties constituantes, de différentes directions. Parce qu'il ne dépend pas de causes et de conditions, il n'est pas produit. Ouais, il est permanent. Ouais. OK. Donc, on essaie de raisonner comme ça. On se dit de quoi dépendent les phénomènes impermanents comme nous, de quoi dépendent les phénomènes permanents? Ben, ils dépendent pour les uns de causes et de conditions, pour les autres de leurs parties constituantes. Et donc, ils sont dénués d'existence indépendante. Ouais. Donc, on a compris la vacuité d'existence indépendante. Et ensuite, on revient au niveau conventionnel, on se dit, OK, puisque les phénomènes et nous-mêmes sommes dénués d'existence indépendante, de quoi est-ce qu'on dépend conventionnellement? Eh bien, surtout d'une désignation conceptuelle. Parce que si on se cherche nous-mêmes dans les agrégats, est-ce qu'on peut les trouver? Est-ce qu'on peut se trouver soi-même? Est-ce qu'on est le corps? Est-ce qu'on est la conscience, etc.? Est-ce qu'on est l'ensemble des deux? Est-ce qu'on est la configuration de tout ça? Ça, on le verra normalement le 11, les différents raisonnements, pour essayer d'éliminer le problème. Là, on est encore dans l'examen du problème. OK, donc on se dit, je n'existe pas de manière inhérente, je n'existe pas de manière indépendante. Donc ça, c'est l'aspect ultime, on est sur l'ultime. Mais il faut revenir à l'aspect conventionnel. Puisque nous ne pouvons pas être trouvés dans la base d'imputation, et que nous existons quand même, on n'existe qu'au travers d'une simple imputation effectuée en dépendance de cette base d'imputation. Ouais. Donc ça, c'est le résultat de notre compréhension de la vacuité. On ne peut pas l'utiliser comme raisonnement pour prouver la vacuité. Ouais. Ça va? OK, super. Bravo, bravo. Très bien. Donc, les Prasangika préfèrent cet exemple-là. Ils disent, OK, vous êtes dans un pays chaud. Vous savez qu'il y a des serpents, etc. Et vous êtes dans la pénombre et vous voyez une corde enroulée sur elle-même. Et donc, vous avez un moment de recul. Vous avez l'impression de voir un serpent. Ouais. OK. Après, vous arrivez avec votre lampe torche. Qu'est-ce que vous voyez? Une corde. OK. Très bien. Donc, cet exemple est très utile. C'est-à-dire que, de manière innée et spontanée, même pour nos consciences sensorielles, on a l'impression que les tables existent de leur propre côté, que les personnes existent de leur propre côté. Exactement comme s'il y avait un serpent en lieu et place de la corde. On regarde, est-ce qu'il y a un serpent en lieu et place de la corde? Non. Nous, on se regarde, est-ce qu'il y a une personne dans ces agrégats? Non. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose, ouais. Ouais, très bien. On allume une torche de la connaissance. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. On prend l'épée flamboyante de Manjushri ou le sabre laser de Manjushri et on tranche. Et au scalpel, on essaie d'observer. Est-ce que la personne existe dans sa base de caractéristiques? Est-ce que la personne est dans le corps? Et si c'était dans le corps, où est-ce que ce serait? Est-ce que la personne est dans l'esprit? Si c'était dans l'esprit, quel type d'esprit? Conscience conceptuelle, non conceptuelle, erronée, fausse, etc., etc. On ne trouve pas. Exactement comme on ne trouve pas de serpent en lieu et place de la corde. Oui. Tout à l'heure, tu parlais de l'inné et l'acquis. Est-ce que cette déformation de la réalité, ça fait partie de cette ignorance, de cette inné? Oui, tout à fait. C'est inné. C'est tout à fait inné. C'est-à-dire que si on essaie de méditer justement sur le non-soi de la personne, on essaiera donc la prochaine fois de voir justement ces différents raisonnements, mais il faut déjà essayer de rendre manifeste notre personne, notre saisie de notre personne. Pas la simple personne, mais la saisie de notre personne.
Par exemple, on imagine quelqu'un qui entrerait dans la pièce et qui dirait, mais qu'est-ce que vous faites là? Allez tous bosser, vous faites n'importe quoi, vous êtes en train de vos élucubrations bouddhistes, etc. Et là, on commencerait à sentir la moutarde monter. Non, enfin, ça dépend, il y en a qui sont plus patients que d'autres. Ou quelqu'un qui nous complimenterait à l'excès, qui nous dira, ah là, vous êtes tous des saints parce que vous étudiez la vacuité, etc. Et là, on sent la mayonnaise monter aussi, ouais. Et donc, c'est là où on commence à avoir l'objet de négation. Il faut vraiment le ressentir, vraiment de manière expérientielle. Sinon, on pourrait parler de la vacuité pendant des années et des années et on ne toucherait jamais la cible. Donc, il faut vraiment essayer de faire remonter comment est-ce qu'on se ressent soi-même quand on est ou en danger, par exemple, quand on est à la place du pilote, à la place du copilote et que quelqu'un conduit mal à côté, et qu'on est à côté d'un précipice, etc. On sent qu'il y a quelque chose qui est là, qui cherche à se protéger, etc. Ouais. Et donc, on met de côté l'aspect affectif et on garde juste l'aspect cognitif. Comment est-ce qu'on a l'impression qu'on existe? Est-ce que c'est le principe d'être son propre observateur, neutre, et d'observer? D'un certain point de vue, oui, on est un petit peu en train d'observer comment est-ce qu'on est en train de se saisir à ce moment-là. Parce qu'en général, c'est en filigrane dans notre vie au quotidien. Tant qu'il n'y a pas d'obstacles ou de choses extrêmement positives qui arrivent dans notre existence, c'est plutôt en filigrane, c'est plutôt, voilà, c'est dilué dans notre expérience. Mais quand on fait remonter cette saisie innée, on se rend compte qu'en effet, elle est innée. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Quand on est au bord d'un précipice, on ne réfléchit pas, on n'analyse pas. On est tout de suite en train de se dire, mais il faut que je sauve ce moi, quoi. Ouais. OK. Très bien. Et il n'existe pas du tout de son propre côté. Il n'existe pas du tout de son propre côté. Il n'existe pas dans les agrégats. Il est vide d'existence inhérente. Donc, ce qu'il faut essayer de voir, c'est qu'il y a le jeu. Le simple jeu, on n'y touche pas. Ouais. Je suis assis, je parle, je discute, etc., etc. Ça fonctionne. C'est l'objet d'observation de notre ignorance fondamentale. Ouais. Et notre ignorance fondamentale conçoit ce jeu comme existant de manière inhérente. Ouais. OK. Donc, le jeu inhérent n'a jamais existé. N'a jamais existé. C'est une pure affabulation. Mais le jeu, lui, qui est considéré comme existant de manière inhérente, lui, il existe. Ouais. C'est l'objet d'observation. C'est comme si vous vous mettez en face d'un miroir déformant, vous allez à la foire et il y a des miroirs déformants. Il faut que vous existiez pour vous montrer devant le miroir. Ouais. Si vous n'existez pas, vous ne pouvez pas vous montrer devant le miroir. Donc, il faut que vous existiez. Le miroir déformant, c'est l'esprit avec la distorsion de l'ignorance, qui renvoie à un reflet complètement distordu de votre personne. Ouais. Ouais. Donc, le jeu inhérent, c'est ce reflet complètement distordu de vous-même. Mais le simple jeu, c'est la personne qui se montre devant le miroir. Ouais, ça joue? Bravo, ça c'est très important. Parce que la distinction qu'il y a entre le serpent et la corde et le jeu et les agrégats, le jeu dans les agrégats, c'est que conventionnellement, le jeu existe. Alors que conventionnellement, le serpent n'existe pas en lieu et place de la corde. Ouais. Donc, il y a une immense différence de ce point de vue-là. OK. Très bien, petit flashback. On va essayer de voir ce débat Swatantrika Prasangika, qui a intéressé plusieurs d'entre vous. On va essayer de voir déjà ce que disent les Sautrantika, donc une école plus basique, par rapport à l'épistémologie. C'est ça qui va nous aider à comprendre ce que veut dire conscience erronée, ou conscience distordue, conscience erronée. On va essayer de voir ça. Donc, dans toutes les écoles bouddhistes, il y a la perception et la conception. Ouais. Donc, la perception, par exemple, vous choisissez de regarder un bateau au loin. Ouais, OK. Vous regardez un bateau au loin, très bien. Donc, pour la perception directe, le bateau, c'est l'objet apparent, c'est ce qui se manifeste directement à votre conscience visuelle. Ouais. Ça va pour tout le monde? OK. Et c'est aussi ce que comprend, ce que réalise votre conscience visuelle. Donc, c'est ce vers quoi elle s'engage. Donc, c'est aussi l'objet d'engagement. Ouais, le bateau. C'est l'objet d'engagement aussi de la perception directe. Ouais. Donc, c'est non seulement ce qui lui apparaît directement, mais c'est aussi ce qu'elle comprend. Ouais. Ça va? OK. Très bien. Et la conception, c'est très différent. C'est comme si on regardait les choses à travers un miroir. Donc là, vous avez Bob. Bob qui a pour objet d'engagement le bateau, toujours. Le bateau, c'est l'objet d'engagement, sauf que quand on pense à un bateau, on l'appelle plus l'objet d'engagement, on l'appelle objet conçu. C'est juste un truc technique. OK, donc c'est ce vers quoi l'esprit de Bob s'engage, ouais. Et il pense, bien sûr, au bateau. Et donc, l'objet apparent, c'est quoi? C'est l'image conceptuelle du bateau. Ouais. Si vous pensez à votre voiture, je ne sais pas si vous en avez tous une, vous pensez à vos chaussures. Je pense que vous en avez tous. Pensez à vos chaussures. Très bien.
Est-ce que vous avez vos chaussures dans la tête ou pas? Ça pourrait faire très mal. Non, vous n'avez pas vos chaussures dans la tête. Ouais. Qu'est-ce que vous avez dans l'esprit? Le reflet conceptuel de vos chaussures. Ouais. Ouais. L'image mentale. Exactement comme l'image du bateau. OK. Donc, le problème, c'est que l'image mentale qu'on a de nos chaussures ou l'image mentale du bateau donne l'impression d'être un bateau. Enfin, pas les chaussures, mais... Donc, on va rester sur le bateau. L'image mentale du bateau donne l'impression d'être un bateau, mais n'est pas un bateau. Ouais. Par exemple, vous regardez votre reflet dans le miroir. Le reflet dans le miroir donne l'impression d'être votre visage, mais n'est pas votre visage. Ouais. OK. Et donc, ça veut dire qu'il y a une apparence erronée, il y a une distorsion là. Ouais. OK. Donc, ça veut dire qu'une conscience conceptuelle est nécessairement erronée. Ça veut dire que dès l'instant où on pense à quelque chose, on a nécessairement l'image mentale de ce truc-là, et l'image mentale donne l'impression d'être ce truc-là sans jamais être ce truc-là. Et donc, c'est nécessairement erroné. Notre conscience se trompe à l'égard de l'objet apparent. C'est ça, une conscience erronée. Ouais. Ça joue? Oui? Waouh! Alors, il y a une différence entre conscience erronée et conscience. Exactement. On va voir qu'il y a des consciences fausses. Donc là, ici, la conscience est erronée, mais elle est en accord avec les faits. Ouais. C'est vrai, vous pensez à un bateau, il y a bien un bateau. Elle est factuellement concordante. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est en accord avec la réalité. Et donc, elle peut être valide. Elle peut réaliser son objet. Ouais. Par exemple, si vous pensez à votre impermanence, votre impermanence subtile, vous raisonnez, vous dites je suis impermanent parce que je suis produit par le karma et l'affliction, etc., etc. Et donc, je suis produit, donc je suis impermanent. Vous avez une conscience conceptuelle. Mais cette conscience conceptuelle est valide. Elle réalise votre impermanence, ouais, conceptuellement. OK, donc c'est erroné, mais c'est valide. Toutes les créations sur Terre passent par cette conscience erronée. Parce que quand on crée quelque chose, on le pense d'abord. Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. En effet, on l'imagine avant. C'est erroné parce que le reflet ne sera jamais l'objet lui-même. Ouais. C'est pour ça que quand l'aviateur essaie de dessiner le mouton au Petit Prince, il n'y arrive pas. On ne peut pas dessiner un mouton. On ne peut dessiner que l'image d'un mouton. Ouais. Et la seule fois où il arrive, c'est quand il dessine la boîte avec les trous pour qu'il puisse respirer. Et là, le Petit Prince dit, voilà, là c'est vraiment un mouton. Donc, ça veut dire que l'image du mouton ne sera jamais le mouton. L'image du bateau ne sera jamais le bateau. C'est ça que ça veut dire que c'est erroné. Ouais. Mais ça donne l'impression d'être cela. OK, maintenant, vous avez l'objet d'engagement, c'est Kevin. C'est ce qui est censé réaliser conceptuellement Bob. Et lui, s'il dit Kevin est une banane, c'est une cognition fausse. C'est-à-dire qu'elle se trompe sur toute la ligne. Ouais, elle se trompe à l'égard de l'objet d'engagement, ce envers quoi elle s'engage, ce que la conscience conceptuelle est censée comprendre. Elle ne le comprend pas. Ouais. Si par exemple, vous regardez dehors et vous dites « Ah, mais il y a quelqu'un qui a bougé mes chaussures, je les avais mises là, etc. » Puis après, vous vous rapprochez et vous dites « Ah, mais non, ce n'est pas mes chaussures. » Donc, vous aviez l'impression, vous pensez « Ah, mais c'est mes chaussures et ce n'est pas vos chaussures. » Donc, c'est une cognition fausse. Oui, c'est une cognition fausse. C'est exactement comme quand vous regardez votre visage dans le miroir et que vous essayez soit de raser, soit de peigner, de brosser le reflet dans le miroir. Ce serait une cognition fausse. Ouais. Par contre, là, vous rasez ou vous peignez, etc., en sachant que le reflet dans le miroir n'est pas votre visage, mais donne l'impression d'être votre visage. Là, c'est uniquement erroné. Ouais, ça joue? À partir de là, est-ce qu'on peut dire que tout ce qu'on perçoit de l'extérieur est faux, puisque tout passe à travers nos filtres personnels? Alors, on ne dit pas faux, hein, attention. C'est pas la même chose. Là, c'est une cognition fausse. Pourquoi? Parce qu'il pense que Kevin est une banane. Et donc, oui, OK. Mais là, c'est une conscience erronée. C'est pas la même chose. Attention. Hein. Faux, ça veut dire qu'on se trompe sur toute la ligne. On est à côté de la plaque de A à Z. Mais erroné, ça veut dire qu'il y a quelque chose de valide, qui peut être valide. Il y a des personnes aussi qui peuvent percevoir quelque chose à l'extérieur, de façon faux, mais en général, c'est erroné. Quand ça passe à travers nos filtres, c'est de toute façon. Dès l'instant où ça passe par une conscience conceptuelle, une conscience conceptuelle est nécessairement erronée. On a tous des consciences conceptuelles, non? Ah oui, oui. Exactement. Mais le bol qu'on a, c'est qu'elles ne sont pas nécessairement fausses. Elles peuvent être valides, elles peuvent réaliser leurs objets. Ça va nous amener à comprendre le point de vue de l'Amatsu Kappa dans ce chapitre-là. Pourquoi est-ce qu'il faut penser? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas simplement s'arrêter de penser, etc. Parce qu'il va remettre en question le point de vue de Hashang Mahayana. Ouais. Et donc, on va voir les 3 modes d'appréhension de la conscience conceptuelle aussi. Hashang Mahayana disait, c'était un maître qui prétendait avoir la vue de Chan, mais en fait, il avait une distordue du Chan chinois.
au Tibet. Et il disait qu'un nuage blanc ou qu'un nuage gris soit là, ça ne change rien. Il voile le soleil. Ouais. Donc, il disait qu'on ait une conscience conceptuelle vertueuse ou une conscience conceptuelle non vertueuse. De toute façon, elle saisit l'existence inhérente. Elle adhère à l'existence inhérente, nécessairement. C'est nécessairement une conscience fausse. Et donc, la Tsongkhapa dit non. Non. Il y a des consciences conceptuelles qui ne sont pas nécessairement fausses. Certaines, elles sont toutes erronées, mais elles ne sont pas toutes fausses. Certaines, elles pensent simplement à la simple table. Ou si on pense à la vacuité de la table, ça reste erroné, mais c'est complètement en accord avec la réalité de la table. Ouais. Donc ça, c'est extrêmement lié à ce qu'on va voir par la suite. Ok, même si ça ne donne pas l'impression. Très bien. Ok. Donc Kevin n'est pas une banane. Bonne nouvelle. Oui, quand même. Donc là, si Bob pense à Kevin comme étant Kevin et pas une banane, en effet, elle a toujours une conscience erronée. Ça, c'est nécessairement le cas parce que c'est conceptuel, mais elle peut être valide. Ok, là, on va débattre. Là, il est méchant. Il faut faire attention à ce que vous allez répondre. Ok. Très bien. Il a gagné. Un débat, soit tantrika, prasangika. Ça, c'est un texte très utile. Très utile. C'est pour ça qu'on a parlé de conscience erronée, parce qu'il va en parler à fond. C'était un préambule, en fait. Oui. Donc, ça vient de How to Read Classical Tibetan, le volume 2. Bonjour. C'est pas grave. Essaye de trouver une place. Une place. Ouais, pour voir l'écran, ça va pas être simple. Peut-être derrière, non? Ouais, ok. Très bien. Donc, ça, c'est très, très, très utile. Ça a l'air de rien, mais ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses. Ok. Ah, Tu vas voir l'écran? T'es sûr? oui, oui. Ouais, ok. Très bien. Ok. Donc, soit tantrika, vous savez déjà ce que ça veut dire. On va faire un commentaire mot à mot. Prasangika, vous savez ce que ça veut dire? Non? Oui. Ah bon? Ok. C'est pas les conséquences. Voilà. Très bien. Conséquentialiste, prasangika, autonomiste, soit tantrika. Autonomistes, on pourrait dire les inhérentistes, tout simplement. Ils acceptent l'existence inhérente conventionnellement. Ouais. Ok, donc là, c'est Craig Preston qui essaye de retirer plusieurs infos de sources valides. Hein. Ce n'est pas lui qui invente tout ça. Ok. Les écoles soit tantrika et prasangika ne sont pas d'accord sur le sens de non erroné. Erroné, ça veut dire quoi? Conscience erronée? C'est ce qu'on vient de voir? Oui, Imagine. il y a une distorsion. Très bien. Qui imagine, on pourrait dire. Ok. Donc, la définition d'une conscience erronée, c'est une conscience qui se trompe à l'égard de son objet apparent. Ouais, son objet apparent. Ouais, c'est ce qui se manifeste directement à la conscience. Exactement comme une conscience conceptuelle. Ce n'est pas les chaussures qui se manifestent directement. Enfin, les chaussures ne sont pas l'objet apparent. L'objet apparent, c'est l'image des chaussures quand on pense aux chaussures. Ouais. Ouais, c'est ça qui se manifeste à la conscience directement. Ouais. Exactement. L'objet d'engagement, c'est ce que réalise cette conscience. Donc, ce sont les chaussures. Ouais. Ok. Très bien. Très bien. Donc, une conscience fausse, comme on l'a dit, une conscience fausse se trompe à l'égard de son objet d'engagement. Ce qu'elle est censée comprendre, elle ne le comprend pas, tout simplement. Donc, elle est fausse, totalement à côté de la plaque. Mais une conscience erronée n'est pas nécessairement fausse. Elle peut simplement avoir la distorsion de l'objet apparent, mais elle peut très bien comprendre son objet. Ok, ça c'est très important. Ok, ces deux écoles ne sont pas d'accord sur le sens de non erroné et sur le statut conventionnel des phénomènes. Les deux écoles s'accordent sur le fait qu'une perception directe doit être sans la distorsion des 4 types d'erreurs superficielles, telles que les conditions atmosphériques déformantes, les facultés sensorielles défectueuses, le mouvement, etc. Ça, vous avez tous vu ça. Vous êtes dans un train et vous avez le train d'à côté qui est en train de démarrer. Vous avez l'impression que c'est le vôtre. Ouais. Ok, donc ça, c'est dû au mouvement. Ouais. Les conditions atmosphériques, c'est vous avez l'impression que les étoiles scintillent, mais en fait, c'est juste les couches de gaz dans l'atmosphère, etc. Ok. Donc, c'est des causes d'erreurs superficielles. C'est superficiel, c'est pas ancré dans la conscience. Ouais. Ça joue? Ok, très bien. Très bien.
Les deux écoles s'accordent sur le fait que les objets apparaissent aux consciences sensorielles comme s'ils existaient par leurs propres caractéristiques, donc de manière inhérente. Les Swatantrika disent « tout va bien ». La table existe de manière inhérente, elle apparaît comme si elle existait de manière inhérente, tout va bien. Les Prasangika disent « oh, il y a une erreur. La table semble exister de manière inhérente, mais elle est dénuée d'existence inhérente. Elle donne une apparence qui va à l'opposé de son mode d'être. » Ouais, ça c'est très important. Ok, leur divergence sur ce qui constitue une perception non erronée tourne autour de ces questions. Donc la première question, est-ce que la cognition valide certifiant les objets sensoriels certifie aussi le mode d'être des objets? Ça c'est très important. Est-ce que donc une conscience sensorielle, ouais, une conscience sensorielle valide. Par exemple, vous observez une table, il y a bien une table qui est devant vous, etc. Votre conscience visuelle est une cognition valide au regard de la table, ouais. Tout va bien, ouais. Ok, ouais, tout va bien. Ok. Est-ce que votre conscience visuelle réalise aussi la façon dont existe cette table ou pas? Ça, c'est cette première question. Ensuite, la deuxième question, la cognition valide appréhendant les objets sensoriels, la table, peut-elle être erronée à propos du mode d'être des objets et être malgré tout une cognition valide? Ouais, pour les Prasangika, on va dire que c'est possible. Donc, c'est pourquoi on a pris l'exemple des Sautrantika avec la conscience conceptuelle. Vous vous dites, OK, le son est impermanent car il est produit. Et donc, votre conscience réalise l'impermanence du son. Ouais, mais elle est erronée parce qu'elle est conceptuelle. Mais elle est valide, elle est en accord avec la réalité, mais elle est erronée. Et bien là, ça va s'appliquer ici aux Prasangika. Est-ce que pour les Prasangika, on peut avoir nos consciences sensorielles qui sont erronées parce que tout ce qui existe semble exister de son propre côté, semble exister de manière inhérente, alors que ça n'existe pas de manière inhérente. Ouais. Donc, il y a une apparence illusoire, mais est-ce que c'est foutu? Ou est-ce qu'on peut avoir des cognitions valides? Est-ce qu'on peut avoir des consciences qui réalisent leurs objets, même au sein de l'apparence illusoire? C'est ça que veut dire la deuxième question. Ouais? Ça va? Non? Ok. Très bien. Donc, on va prendre des exemples. Ok. Est-ce que pour la première question, ça va? La première question, ça va? En fonction des différentes écoles. Ça va être très différent. Mais, voilà. Mais par rapport à l'intitulé de la question, est-ce que la première question, ça va? Est-ce que une conscience visuelle, par exemple, réalise la table, on est d'accord? Est-ce qu'elle réalise aussi le mode d'être de la table, la véritable façon d'exister de la table? C'est ça qui pose question. Donc, on va voir qui dit oui, qui dit non. Alors, je ne vous demande pas de répondre encore. Et en fait, ce qu'il faut d'abord, c'est essayer de comprendre la question elle-même. Ouais? Est-ce que vous comprenez la question? Est-ce que vous avez le mode d'être et le mode d'apparaître? Moi, j'ai envie de dire qu'il y a déjà, avant la définition de certains termes, Ouais. qui sont valides, D'accord. qu'est-ce que le mode d'être des Ok. objets, D'accord. qu'est-ce qu'on inclut dans tout ça. Très bien. Voilà. Ok, c'est ce qu'on va voir. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous demande surtout de discuter de ça. Ok. Que veut dire cognition valide? Il y en a qui le savent. Il y en a. C'est quoi? C'est marrant, oui, en tibétain, exactement. Qui ne se trompe pas par rapport à l'objet observé. Oui, pas nécessairement. Pas nécessairement, parce qu'une cognition inattentive ne se trompe pas à l'égard de son objet observé, mais n'est pas une cognition valide pour autant. Ouais. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'une cognition valide, c'est une cognition qui réalise son objet. Ouais, qui réalise son objet. Pour les Prasangika, en tout cas. Pour les Sautrantika, c'est nouvelle et elle réalise, mais pour les Prasangika, il n'y a pas besoin de nouveau. Donc, les l'organisation, ça veut dire conceptuelle, ou aussi la façon dont ça a été fabriqué. Il y a deux types de réalisation. Ouais. Il y a la réalisation conceptuelle et la réalisation directe. Ouais. Par exemple, si je vous demande de dire où est la tasse sur la table, vous êtes capable de visuellement, directement, non conceptuellement, vous êtes capable de réaliser ce qu'est une table, une tasse et une table. Donc ça, c'est direct, c'est une cognition valide directe. Ouais. C'est-à-dire que votre conscience atteint son objet identifié. Elle identifie parfaitement son objet, elle réalise son objet. Ouais. Très bien. Ça, c'est une cognition valide. Alors, pour les Prasangika, elles vont dire que n'importe quelle conscience est une cognition valide. Ouais. Mais c'est plus complexe. Par contre, si on garde à l'esprit que nous avons des consciences directes et des consciences conceptuelles, nous, on a des consciences directes qui peuvent être valides et qui peuvent réaliser leurs objets.
Ouais. Maintenant, on réalise la tasse qui est devant nous. Ouais. Et on a des consciences conceptuelles qui peuvent réaliser leurs objets. Si on se dit, OK, je suis impermanent car je suis produit, je suis vide d'existence inhérente parce que je dépends de plein de choses, etc. On a une conscience conceptuelle et elle réalise son objet. Ouais. L'impermanence subtile, etc. Oui, mais la conscience visuelle, par exemple, qui va dire oui, c'est une tasse, Oui. tu es obligé de passer par la conscience mentale qui semblerait être une conscience conceptuelle. Alors, la conscience mentale n'est pas nécessairement conceptuelle. Elle n'est pas conceptuelle. Elle peut l'être. Ouais. Ça, c'est vraiment fondamental en psychologie bouddhiste. Ouais. En psychologie bouddhiste, c'est pas comme en psychologie occidentale, quand on dit le mental, etc., comme en l'assimilant à l'intellect. Pas nécessairement dans la psychologie bouddhiste, les consciences mentales peuvent être conceptuelles et peuvent être non conceptuelles, peuvent être directes. Ouais. Par exemple, Sasanté dit, par exemple, si vous faites un petit bilan, comment je vais en ce moment? Quelles sont mes sensations? Est-ce que j'ai des sensations agréables, désagréables, etc. Vous avez une conscience mentale directe qui appréhende vos sensations. Ouais, c'est non conceptuel. OK. Donc, une cognition valide peut être conceptuelle, inférentielle, fondée sur le raisonnement, la déduction, et elle peut être directe. Ouais. C'est une conscience qui réalise son objet, soit au travers d'un concept, soit directement. Ouais, ça joue? Magnifique. Magnifique. OK, maintenant vous avez le mode d'être et le mode d'apparaître. L'être et le paraître. Ouais, très bien. Ça, c'est très important. Très important. OK. Par exemple, vous avez le magicien sur la scène qui est en train de couper sa femme en deux. Donc, à part s'ils ont eu un conflit juste avant, il ne va pas le faire. Il donne l'impression de couper sa femme en deux, mais la réalité, c'est totalement l'opposé. Il ne la coupe pas en deux, ouais. Sauf s'ils sont en divorce. OK. Donc, ça veut dire que l'être, c'est quoi? C'est il ne coupe pas sa femme en deux. Le paraître, c'est il coupe sa femme en deux. Donc, il y a une discordance totale entre l'être et le paraître. Ouais. Donc, entre l'apparence et la réalité. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ouais. Donc là, la réalité, c'est quoi? C'est le mode d'être. C'est comment est-ce qu'il existe un truc en réalité, de manière véritable. Qu'est-ce qu'il y a derrière le décor? C'est ça que ça veut dire. Et l'apparence, c'est le décor lui-même. C'est qu'est-ce qui nous apparaît, etc. Ouais. Ouais. OK. Oui. Vas-y, vas-y. On peut dire que le paraître, c'est le phénomène conventionnel, ce qu'on appelle le conventionnel. On peut dire ça. On peut dire ça parce que quand il n'y a pas de réalisation directe de la vacuité, ça veut dire qu'on est nécessairement dans le conventionnel. Ouais. OK. Et quand on est dans le conventionnel, il y a plusieurs apparences dualistes. Il y a des apparences dualistes qui se manifestent à notre conscience quand on est sur le conventionnel. Il y a l'apparence d'une vérité conventionnelle, tout simplement. L'apparence d'une distinction sujet-objet et l'apparence d'existence inhérente. Pour tous les êtres ordinaires, c'est comme ça. Il y a nécessairement l'apparence d'existence inhérente. Mais quel est le véritable mode d'être de la table? C'est l'absence d'existence inhérente. Ouais. Donc, elle donne l'apparence d'exister de son propre côté, et en réalité, elle est dénuée d'existence de son propre côté. Donc là, c'est pareil, il y a une distorsion irrémédiable. Ouais. C'est pourquoi toutes nos consciences sont erronées pour les places anglicans. Pas que les consciences conceptuelles, même les consciences directes sont erronées. Nos consciences mentales sont erronées, nos consciences conceptuelles, nos consciences sensorielles sont erronées, parce que tout ce qui nous apparaît comme si ça existait de manière inhérente. Mais le véritable mode d'être, c'est que c'est dénué d'existence inhérente. Ouais. Ça, c'est très important à comprendre. Très important. OK. Donc, ça veut dire que notre conscience visuelle, elle réalise la table. Donc, c'est une cognition valide, sensorielle. Ouais. Elle réalise son objet. Est-ce qu'elle réalise aussi le véritable mode d'être de la table? Est-ce qu'elle réalise le fait que la table est dénuée d'existence inhérente ou associée à une existence inhérente ou pas? Ouais. C'est la conception. Donc, on n'est pas encore dans la réponse. On est encore en train de comprendre la question. Ouais. Mais on va voir, en effet, tu as tout à fait raison. Si tu dis non, tu es prasangika. C'est une bonne nouvelle. OK. Soit disant. Très bien. Mais là, on est encore dans la question. Ouais. On va voir les réponses après. Ouais. OK. Est-ce que la question, ça va? Ouais. Ouais, magnifique. Ouais. Non? Ouais. Ah, OK, cool. Très bien. Ça fait bizarre. Elle est chargée. Elle est velue.
Oui, exactement. Donc, ça veut dire que, est-ce qu'une cognition valide réalise à la fois l'apparaître et l'être, l'apparence et la réalité? C'est ça que ça veut dire. Ouais, tout simplement. En mots plus abrégés. Ouais, ça joue? OK. Et la deuxième question. La cognition valide appréhendant les objets sensoriels peut-elle être erronée à propos du mode d'être des objets et être malgré tout une cognition valide? Donc ça, c'est ce qu'on a dit. On a dit on est dans les apparences illusoires. Les tables donnent l'impression d'exister de manière inhérente, mais elles n'existent pas de manière inhérente. Ouais. Donc ça veut dire que notre conscience visuelle est erronée au regard de cette distorsion. La table donne l'impression d'être une table inhérente, alors que ce n'est pas une table inhérente. On pourrait le formuler comme ça. Ouais. D'être une table absolue, alors que ce n'est pas une table absolue, ou une table indépendante, alors que c'est une table dépendante. Ouais. OK. Très bien. Donc, il y a cette apparence distordue. Donc, notre conscience visuelle est erronée au regard du mode d'être de la table. La table donne l'impression d'exister de son propre côté, alors qu'elle n'existe pas de son propre côté. Donc, c'est ça que ça veut dire être erroné. Est-ce que, malgré tout, on peut avoir une cognition valide? Donc, tu es prasangika. Tu confirmes que tu es prasangika. OK. Par exemple, c'est un petit peu le même principe que tout à l'heure. Vous regardez votre visage à travers le reflet du miroir. OK. Donc, vous certifiez votre visage, ouais, en dépendance du reflet dans le miroir. C'est erroné, puisque vous passez par le reflet qui donne l'impression d'être votre visage, mais n'est pas votre visage. Donc, c'est erroné. Mais c'est valide, puisque vous certifiez, vous êtes en train de regarder votre visage et pas celui du voisin. Donc, c'est erroné, mais c'est valide. Ouais. Est-ce que ça peut être le même cas pour la table, sans passer par le miroir? La table est erronée. Pourquoi? Enfin, il y a une apparence erronée parce qu'elle donne l'impression d'exister de son propre côté, elle donne l'impression d'être inhérente, alors qu'elle n'est pas inhérente. Ouais, donc ça, c'est l'aspect erroné, distordu. Est-ce que malgré tout, vous pouvez certifier que c'est une table? Oui. Donc, vous avez compris la question. OK, très bien. Bravo, bravo. OK, très bien. Ouais. Deux. Oui, il faut quand même avoir une certaine habitude d'une table. Par exemple, si on présente une table telle que celle qu'on a dans le temple à quelqu'un qui n'en a jamais vu ou à un bébé, etc., est-ce qu'il va savoir que c'est une table? Pas nécessairement. En effet, oui, il faut que ce soit communément reconnu comme étant une table conventionnellement, que ce ne soit pas réfuté par une condition valide conventionnelle et ni réfuté par une condition valide ultime, en effet. Donc, pour le bébé, ce n'est pas encore communément reconnu comme étant une table, hein, donc ce n'est pas encore une table pour lui. Ouais. Mais il n'empêche que c'est quand même une table en général. Même si ça ne l'est pas pour quelqu'un, ça reste une table de toute façon, d'une certaine manière. OK, très bien. OK, que vont dire les soi tantrika? Ils vont dire oui à la première et non à la deuxième. OK, ils vont dire oui à la première. Ça veut dire que pour les soi tantrika, si on a une cognition valide au regard de la table, cette cognition valide, elle est valide sur toute la ligne. Elle réalise non seulement l'être, non seulement le paraître, mais en plus l'être, non seulement l'apparence, mais en plus la réalité de la table. Notre cognition valide visuelle de la table réalise la façon dont existe la table. Elle réalise l'existence inhérente de la table, puisque pour eux, il y en a une. Ouais, ça joue? Oui, dans la validité absolue. Exactement, ça veut dire que pour eux, c'est valide sur toute la ligne. Non seulement sur l'être, sur le paraître, mais en plus sur l'être, sur la façon dont ça existe. Ouais. Très, très bien. Et ils vont dire non à la deuxième. Ça veut dire que si on a une cognition qui est erronée, elle ne peut pas être une cognition valide. Donc ça, c'est le point de vue des swatantrikas, parce que tout simplement, ils veulent que ce soit valide sur toute la ligne. Et si c'est erroné sur toute la ligne aussi. C'est la même chose que je raconte à la première. S'ils pensent que c'est une vérité ultime, pour eux, pour la table. Non, ce n'est pas une vérité ultime, Ah, c'est une vérité conventionnelle, mais elle existe de manière inhérente, conventionnellement. Ouais, pour eux. Ils vont dire que la table donne l'impression d'exister de manière inhérente, et ils vont dire, puisque c'est une condition valide, elle réalise son objet, eh ben, elle valide le fait qu'elle existe de manière inhérente. Mais Ouais. est-ce que la manière inhérente On reste sur le conventionnel. Exactement. Ouais. est-ce que la manière inhérente est utile ou se rejoint? Comment ça?
Est-ce qu'on parle de la même chose ou pas? Alors là, ils sont encore sur l'aspect conventionnel. Ouais. Ils vont dire que, De manière générale, ça veut dire absolu. exactement, ça veut dire pour les Swatantrika, ça veut dire que la table possède 50% de son propre côté. Et donc, elle existe de manière inhérente comme ça de son côté, mais il faut qu'il y ait une conscience qui soit là et qui valide cela. Ouais. Et à ce moment-là, ils vont dire, OK, conventionnellement, on a bien une table inhérente. Parce qu'on a une cognition valide qui est en train de certifier non seulement la table, mais en plus son inhérence. Et donc, ça pose question. Ça pose question. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. OK. Très bien. OK. Donc, on peut lire le texte si vous voulez. Pour l'école Swatantrika, une perception directe sensorielle est non erronée en ce sens qu'elle appréhende les caractéristiques propres, donc l'inhérence, telles qu'elles sont d'un objet sensoriel. Donc, la table apparaît comme si elle était inhérente et ils disent « OK, tout va bien. C'est non erroné, tout va bien. » Quand une perception sensorielle appréhende un objet sensoriel, elle certifie comme existant tout ce qui lui apparaît, non seulement la table, mais en plus l'inhérence de la table. Et ceci inclut la façon dont un objet sensoriel semble exister, selon son propre caractère ou son mode d'être inhérent. Ouais, c'est ce qu'on vient de dire, tout simplement. Ouais, ça joue. Ouais, c'est-à-dire que l'apparence et la réalité, le mode d'être, les deux sont validés par la conscience valide qui appréhende la table. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Être non erroné doit être envisagé en termes du packaging tout entier de l'apparence. Donc, pas uniquement la table, mais l'apparence d'existence inhérente, ils acceptent les deux. Si une conscience est non erronée par rapport à un objet, elle est non erronée sur toute la ligne, l'être et le paraître. Ouais. C'est pourquoi la perception est non erronée concernant les propres caractéristiques des objets qui lui apparaissent. C'est pour cela que les Swatantrika maintiennent que conventionnellement, les objets existent par leurs propres caractéristiques, donc de manière inhérente. Autrement dit, quand l'objet imputé est cherché, donc on cherche une table, quelque chose d'objectivement établi est trouvé. On va dire la table existe dans ses parties. Et on va dire, OK, c'est ça que veut dire exister de manière inhérente. Ça existe de manière inhérente et ça apparaît comme existant de manière inhérente. Et ils vont dire, vu que c'est une condition valide, c'est OK. Ouais. Les Prasangika disent, c'est pas OK. Ça apparaît comme si ça existait de manière inhérente, mais c'est totalement une erreur. Ça n'existe pas du tout de manière inhérente. Ouais. Ça joue? Mais s'il la voit d'une manière inhérente, ça veut dire qu'il a un permanent. Eh ben, c'est exactement ce que dirait Ariana Garjuna. Ben oui, parce que s'il voit une table et que pour elle, ils ont un soi, ça veut dire que bon, ben, alors elle sera permanente. Exactement, c'est ce que va dire Ariana Garjuna. Elle va dire s'il y avait une existence inhérente, ce serait nécessairement permanent puisque ça ne dépendrait de rien, pas même de cause et de condition. Mais ça, je ne comprends pas parce que ça, quand même, il le voit qu'elle n'est pas permanente. Exactement, mais ils vont peut-être accepter l'impermanence inhérente. Oh là là, ils sont tous. C'est compliqué, Et c'est ce que font les Sautrantika. Par exemple, les Sautrantika, ils disent qu'un impermanent est une vérité ultime et ultimement capable d'opérer une fonction de son propre côté. Ça ne les gêne pas, c'est ce que dit Lama Tsongkhapa dans le Tengeltopa, dans la louange à l'existence dépendante de Lama Tsongkhapa. Oui, de Lama Tsongkhapa. Il dit pour les Madhyamika, dire que les phénomènes dépendent des causes et conditions, on comprend qu'ils sont dénués d'existence indépendante, puisqu'ils dépendent des causes et des conditions. Il dit, mais pour les autres écoles, ça ne les gêne pas. Ça ne les gêne pas de dire, OK, une table dépend des causes et conditions, mais elle reste inhérente. Pour nous, ça ne peut pas jouer. Alors, j'ai une autre question. Ça veut dire qu'eux, ils ne font pas une recherche dans l'ultime, ils se contentent de valider par une conscience visuelle, par exemple, le micro, et c'est bon pour eux, le micro existe. Conventionnellement, tout va bien. Tout ce qui existe de manière inhérente pour les non-prasangika. Mais ils disent que c'est l'ultime aussi, ça? Ah non, si ça avait une existence ultime, ce serait une existence véritable. Et ça, c'est réfuté. Ah. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne serait pas validé par une conscience non défectueuse. Ça, c'est réfuté. Mais conventionnellement, ils acceptent l'existence inhérente. Les prasangika n'acceptent pas l'existence inhérente, ni ultimement, ni conventionnellement. C'est un peu ce qu'on fait tous. A priori, dès qu'on voit un objet, une chose, une personne, on l'identifie comme étant solide, total, autonome. Exactement. Exactement. C'est ce qu'on fait tous. Exactement. C'est pour ça que les Swatantrika disent qu'il n'y a aucun souci, parce que c'est ce qu'on fait tous, et donc c'est la réalité. C'est différent, ce sont des niveaux de recherche différents que je vais approfondir. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. On va dire que les prasangika sont les plus profonds. On va voir leur point de vue, justement. Et donc, ça, c'est très important. C'est de bien garder à l'esprit. Pour tous les non-prasangika, si ça existe de manière inhérente. C'est-à-dire exister et exister de manière inhérente, c'est la même chose.
Et donc, quand Arya Nagarjuna ou la Tsongkhapa disent il n'y a pas d'existence inhérente, les autres, qu'est-ce qu'ils croient? Tout disparaît, ça disparaît. Que ça n'existe pas du tout. Et c'est pourquoi ils qualifient les Prasangika comme nihilistes, d'où le chapitre que vous êtes en train de voir. Ouais. C'est pour ça que dans le chapitre 24 du Madhyamaka Shastra, le traité du milieu d'Arya Nagarjuna, il prend le point de vue des essentialistes. Et les essentialistes disent à Arya Nagarjuna, si vous acceptez la vacuité, la production n'est plus possible, les 4 nobles vérités ne sont plus possibles, les Aryas ne sont plus possibles, les 3 joyaux ne sont plus possibles. Et Arya Nagarjuna leur dit, si vous réfutez la vacuité, c'est-à-dire que vous acceptez l'existence inhérente, indépendante, vous n'avez plus la causalité, vous n'avez plus les 4 nobles vérités, les 3 joyaux, c'est fini. Ouais. Donc il dit, vous êtes en train de nous critiquer, enfin de chercher un cheval sur lequel vous êtes assis. Il est en train de dire ça à un moment donné. Ok. Donc ça, c'est très important. C'est pourquoi Lama Tsongkhapa, dans ce chapitre du Grand Lamrim, essaie de prouver l'existence conventionnelle, parce que c'est très facile de trop réfuter. C'est très facile de ne pas assez réfuter, comme font les Swatantrika, ils ne réfutent pas assez, ils gardent l'existence inhérente conventionnellement. Les Prasangika disent non, il faut éliminer l'existence inhérente, même conventionnellement. Ouais. Mais le problème, c'est que si on est essentialiste et qu'on est en phase d'un Prasangika, on va considérer qu'eux sont nihilistes. Que les Prasangika sont nihilistes parce qu'ils réfutent trop. Au lieu d'enlever la tumeur sur le bras, ils coupent le bras. C'est ce que vont penser les essentialistes. Ils vont penser que les Prasangika sont nihilistes. Ouais. Pas de bras, pas de chocolat. Exactement. Vegan, bien sûr. Ok. Très bien. Donc, les Prasangika, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, comme l'Ulrich. Non à la première. C'est quoi la première question? Je reviens. C'était quoi? Une commission valide Oui. qui réalise à la fois le modèle Et le mode d'apparence. Exactement. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'une cognition valide certifie les deux, l'être et le paraître? Ouais. Les Prasangika disent non. Toute cognition valide ne réalise pas nécessairement les deux. Ils vont dire, en tout cas, une cognition valide sensorielle, ce n'est pas du tout son boulot d'examiner la nature ultime des phénomènes. Donc, ils disent non à la première. À la deuxième, ils disent oui. Ils disent on peut avoir une conscience erronée qui est valide. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut regarder notre visage dans le miroir, il y a une apparence erronée, mais c'est valide. Ouais. On a tous cette expérience-là. Okay. Très bien. Donc, selon les Prasangika, la perception sensorielle certifie la simple existence de l'objet sensoriel. En fait, même pas la simple existence, j'ai obligé de mettre les crochets là. Certifie l'objet sensoriel, tout simplement. La perception sensorielle certifie la table. Elle ne certifie même pas l'existence de la table. Ça ne la concerne pas. C'est une analyse rationnelle qui fait ça. Ok, donc il faut corriger ça. Mais n'est pas compétente pour certifier le mode d'être d'un objet. Une conscience sensorielle ne se préoccupe pas de la façon dont existe la table. Elle ne se préoccupe que quoi? De la table. De l'apparence de la table, exactement, c'est tout. Et uniquement l'apparence de la table, même pas l'apparence d'existence inhérente. Ça ne la concerne pas. Elle est erronée, mais elle ne certifie même pas cela. Ok. L'école Prasangika dit que ce n'est pas le job d'une conscience sensorielle de certifier la façon dont un objet sensoriel existe. Ouais. Une conscience sensorielle ne se préoccupe que des objets sensoriels. Ouais. Alors que le mode d'être n'est pas un objet sensoriel, c'est un objet beaucoup plus profond, c'est un objet ultime. Ouais. Ok, très bien. C'est pourquoi, même si la perception, j'en suis où existe, ouais. La quête du mode d'être d'un objet sensoriel est le job d'une conscience rationnelle. Une conscience rationnelle, c'est nécessairement une conscience qui s'oriente vers l'ultime, qu'elle soit conceptuelle ou non. Par exemple, la perception directe d'un arya de la vacuité est une conscience rationnelle, parce qu'elle est sur l'ultime, même si elle n'est pas conceptuelle. Et si on analyse la vacuité, je suis vide des distances inhérentes, parce que je suis produit, etc., parce que je suis dépendant, etc., etc., c'est aussi une conscience rationnelle. C'est Ouais. juste en équilibre méditatif, parce que quand il sort de l'équilibre méditatif sur la vacuité, il a une conception comme tout le monde. Non? Exactement, mais là, ils reviennent sur le non rationnel, sauf s'ils analysent à nouveau la vacuité, etc. Ouais. C'est-à-dire que conscience rationnelle, c'est une conscience qui se dirige vers l'ultime, qui a pour objet la vacuité, que ce soit conceptuel ou pas. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Ok. Très bien. Donc, la quête du mode d'être d'un objet sensoriel est le job d'une conscience rationnelle, non d'une conscience sensorielle.
C'est pourquoi, même si la perception sensorielle est erronée, en ce sens que les objets apparaissent comme s'ils étaient établis par leurs propres caractéristiques, ce qu'ils ne sont pas, la perception sensorielle est une condition valide certifiant la simple existence des objets, donc certifiant les objets, tout simplement. OK. Donc ça, on l'a vu, après, ce n'est pas contradictoire de dire que les phénomènes conventionnels sont établis validement, parce qu'ils sont trouvés par une conscience conventionnelle valide, une conscience sensorielle, et d'un autre côté, les phénomènes sont introuvables lorsqu'ils sont soumis à l'analyse ultime. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Pour savoir si on est dans la voie médiane ou pas, ça veut dire, la voie médiane, c'est quoi? C'est la voie qui échappe à l'absolutisme et au nihilisme, ouais? L'existence absolue et la non-existence totale. Ouais. Donc, pour savoir si on est dans la voie médiane, il faut savoir, est-ce qu'on peut avoir des objets qui existent conventionnellement, mais qui n'existent pas ultimement. Ils existent conventionnellement, mais ils n'existent pas ultimement. C'est-à-dire que si on passe la table dans la machine à rayon X conventionnelle, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on trouve? Rien. Donc la table n'existe pas conventionnellement. Ah bon? Donc pourquoi est-ce que ton cahier est posé sur une table? Ah, très bien. Donc là, on est dans la machine à rayon X conventionnelle. Si on passe une table dans la machine à rayon X conventionnelle, qu'est-ce qu'on trouve? Ah bon? Dans le conventionnel, une table. Et dans Une le table. libre, Dans une machine à rayon X conventionnelle. oui, Qu'est-ce qu'on trouve? La table. Quel ouf. Très bien, parce que là vous tendiez vers le nihilisme. OK. Si on passe cette même table dans la machine à rayon X ultime, qu'est-ce qu'on trouve? L'absence d'existence ultime de la table, exactement. Donc on trouve la vacuité de la table, tout simplement. Ouais, ça va? OK. C'est-à-dire que la table n'existe pas ultimement. Et comme elle existe, il n'y a qu'une autre possibilité, la seule, c'est qu'elle existe conventionnellement. Et exister conventionnellement, ça veut dire exister de manière nominale. Exister de manière simplement désignée en dépendance d'une base d'imputation. C'est ça que ça veut dire, ouais. Ça joue? Magnifique, magnifique. Dans le milieu, ça veut dire être capable de percevoir ces différentes dimensions. Ça veut dire être capable d'accepter la causalité au sein même de la vacuité. Ouais. C'est ce que dit la Tsongkhapa dans les trois aspects principaux de la voie du chien. Il y en a, il y a donc il dit, non seulement on a vu ce qu'il y avait avant, mais en plus la vacuité réfute le nihilisme, l'existence dépendante réfute l'absolutisme, et si on comprend comment la vacuité se manifeste à travers la causalité, à ce moment-là, on ne peut plus être emporté par les vues qui saisissent des extrêmes. C'est-à-dire que la vacuité implique la causalité, ne réfute pas la causalité. Ouais. C'est-à-dire que si la cause et l'effet n'étaient pas vides, ils auraient une existence indépendante. Donc l'effet ne dépendrait pas de sa cause. S'il ne dépendait pas de sa cause, comment est-ce qu'il pourrait exister? Ouais. Donc un effet dépend de sa cause. S'il dépend de sa cause, il est vide d'existence indépendante. Donc la vacuité implique la causalité. Ça joue? Là, vous êtes dans la voie médiane. Là, vous êtes dans la voie médiane. Ouais. Ça, c'est très important. Donc, plus on a la notion de la vacuité, plus on a la notion de la causalité, et la causalité karmique en particulier. Là, c'est très important. Waouh, waouh, waouh. Okay. Nécessairement, puisqu'il existe. Puisqu'il existe. Ouais. On ne peut pas. Si on le réfutait, voilà. Exactement. Exactement. Et les Bouddhas aussi. Les Bouddhas aussi. Très bien. Donc, ça veut dire que, OK, on va essayer de voir. Est-ce que vous avez le temps? Jusqu'à quelle heure vous avez le temps? C'est à quelle heure? Non, mais je veux dire, nous, on est là jusqu'à quelle heure? Ouais. OK. Non, c'est juste pour vous, hein, parce que pour savoir. Vers 15h15, 15h. Ouais, 15h. 19h même. Alors, si on fait jusqu'à la nuit, ça va? OK, très bien. Bravo. Ça va? OK, très bien. On va essayer de finir ça pour qu'on comprenne bien ça. Et on va essayer de discuter. On va essayer de discuter. OK. Bien voir la différence entre les Prasangika et les Swatantrika, parce que sinon, c'est très difficile. Très bien. Donc, quand vous pensez, où sont mes clés?
vous avez un rendez-vous urgent, vous devez chercher vos clés de voiture, etc. Et vous les cherchez partout et vous avez un pote qui vous dit mais tes clés n'existent pas dans leur base d'imputation, tes clés sont vides d'existence inhérente. Est-ce que ça va vous aider? Non, ça va plutôt vous mettre de travers. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux qu'ils ne disent pas ça. Il vaut mieux qu'ils vous aident à chercher vos clés conventionnellement, parce que vous faites une recherche conventionnelle. Ouais. Il ne faut pas se tromper de niveau de recherche. Ouais. Très bien. OK. Maintenant, vous les avez trouvés. OK, c'est parfait. Vous pouvez aller à votre rendez-vous. Et maintenant, vous avez le temps d'analyser les clés. Où sont vraiment les clés? Vous les avez trouvées conventionnellement. C'est-à-dire que les clés sont validées par une conscience valide conventionnelle. Donc, elles existent conventionnellement. C'est ça la marque de l'existence conventionnelle. Ouais. C'est est-ce que c'est appréhendé, réalisé par une conscience valide conventionnelle. Ouais. C'est-à-dire que je sais que ma tasse est là parce que je l'ai trouvée conventionnellement là sur la table. Ouais. Même si je la cherche, si elle est vraiment là, je dois la trouver. Hein? Et elle remplit sa fonction de tasse, etc. Exactement. Très bien. Maintenant, j'ai le loisir de me poser la question de franchir la recherche conventionnelle et d'aller plutôt dans la recherche ultime, me dire c'est quoi vraiment une tasse. Imaginons que j'y sois attaché, je sois obsédé par ma tasse parce qu'elle est jolie, etc., les thermos, etc., made in China. Bref. OK. Et donc, je pourrais me poser la question, mais qu'est-ce qui est plaisant là-dedans? C'est quoi une tasse exactement? Elle est où exactement? Si je devais la chercher, si je vais zoomer, plus on va zoomer, plus on va chercher, moins on va trouver. Ouais. Plus on va zoomer, moins on va trouver. On va trouver des molécules, on va trouver de l'espace, on va trouver des caractéristiques, etc. Est-ce qu'une molécule est une tasse? Non. Est-ce que deux molécules sont une tasse? Ok, vous avez jusqu'à quelle heure? Ouais, imagine le cours. Ok. Regarde, une demi-heure après, est-ce que 3 500 000? Non plus. Donc, on ne l'a pas trouvé dans sa base d'imputation. Donc, elle n'existe pas ultimement. C'est ça, c'est qu'on l'a placée dans la machine à rayon X ultime. On ne l'a pas trouvée. Est-ce qu'elle est inexistante pour autant? Non, elle existe. Elle a une fonction. Voilà, elle a une fonction conventionnellement. Et pour les Prasangika, ça suffit. Ça suffit de dire que ça existe conventionnellement. Il n'y a pas besoin de trouver quelque chose ultime, concret, solide, intrinsèque pour que ça existe. Pour eux, il suffit d'avoir une existence nominale en dépendance d'une base d'imputation appropriée. Pour que ça existe, ça suffit. Plus on va chercher, moins on va trouver. Ouais. C'est pour ça qu'Acharya Chandrakirti, de la Madhyamakavatara, dit les vérités conventionnelles ne sont pas censées être analysées. Parce que si vous cherchez ultimement votre tasse, est-ce que vous allez pouvoir vous en servir? Non. Vous ne pouvez utiliser qu'une tasse conventionnelle, avec du thé conventionnel. Ouais. Ça joue? Donc, ça veut dire que si vous analysez ultimement, il est impossible de fonctionner dans les conventions. C'est pourquoi Chandrakirti dit les conventions ne sont pas censées être analysées. Ok, ça c'est très important. Très, très important. Très bien. Donc là, c'est le même problème des clés. Ok. Ok. Très bien. Donc, on pourrait dire, ok, pour les swatantrika, l'existence véritable n'existe pas même conventionnellement, parce que la définition d'un madhyamika, c'est ça. La définition d'un madhyamika, c'est un tenant des principes philosophiques mahayanistes qui n'accepte pas l'existence véritable, même conventionnellement. C'est ça la définition. Ok. Donc, les swatantrika, qui sont madhyamika, n'acceptent pas l'existence véritable, même conventionnellement. Il n'y a que l'existence inhérente qui existe conventionnellement, car elle est perçue par les consciences non défectueuses et celle-ci certifie à la fois l'être et le paraître. Donc, c'est un petit peu un résumé de ce qu'on a vu au-dessus. Par contre, pour les prasangika, exister par ses propres caractéristiques ou de manière inhérente équivaut à exister de manière véritable. Pour les prasangika, c'est pareil, c'est kiff-kiff. Et il y a apparence d'existence véritable ou inhérente aux consciences sensorielles ordinaires, mais ces consciences sont erronées et malgré tout, elles peuvent être valides au regard de leurs simples objets. Ouais. Donc, la table semble exister de manière inhérente, même nos consciences sensorielles sont souillées par cette apparence dualiste, mais malgré tout, nos consciences sensorielles sont capables de valider la simple table. Ouais, heureusement. Sinon, on ne pourrait pas du tout fonctionner, on ne pourrait pas se sortir du samsara si on n'avait pas de possibilité d'avoir des cognitions valides. On serait dans le samsara pour toujours. Ok, bravo. Bravo. Très bien. Très, très bien. Donc, on n'aura pas le temps de voir aujourd'hui, je pense, les 3 modes d'appréhension, parce que ça fait déjà beaucoup d'informations. Mais ce qu'il faut essayer de garder à l'esprit, c'est que
vous avez les types de soi. Vous avez les types de soi. Vous avez le soi de la personne et vous avez le soi des phénomènes. Ouais. OK, très bien. Et ça, c'est totalement réfuté. Le soi des personnes, le soi des phénomènes. Donc, qu'est-ce qu'on a? Si on réfute le soi, on a le non-soi. OK. Et le non-soi subtil, pour les personnes qui cassent, ça équivaut à la vacuité. Vacuité d'existence inhérente. Ouais. Ça joue? OK, très bien. Très bien. Et forcément, on a une saisie innée du soi des phénomènes et du soi des personnes. Ouais. Je vais enlever ça parce que vous m'avez en 2 fois. Et ça doit être horrible pour vous. OK. OK. Donc, on a la saisie du soi des personnes et la saisie du soi des phénomènes. Ouais. OK. On aurait pu avoir le temps de voir le deuxième truc, par contre. Ouais, parce que ça, on est en train de parler, justement. OK, donc on le verra la prochaine fois, parce que j'ai peur de vous garder trop longtemps. Donc, ce qui se passe, c'est que la saisie du soi de notre propre personne, c'est le premier des 12 liens de production dépendante. Ouais, ça, vous les avez étudiés nécessairement, parce que c'est mentionné dans le Landry-Chenmo. Ouais. Donc, c'est quoi l'ignorance? Ensuite, vous avez quoi? Formation karmique. Très bien. Waouh, il y en a qui ont étudié. Troisième. Le vécu sur la conscience. Oui, la conscience, très bien. Ensuite. Ensuite, le moi et la forme. Oui, waouh. Ensuite. Ensuite, les 6 pertes de connaissance. Oui, les 6 sources, très bien. Ensuite. Ensuite, les perceptions. Oui, le contact. Très bien. Avec les objets, forcément, de ces sources. Très bien. Ensuite. Sensation. Sensation. Puis. Soif. Soif, très bien. Saisie. Saisie, waouh. Avenir. Oui, devenir, oui. Naissance. Naissance, vieillesse et mort. Parfait, waouh, ça c'est magnifique. Ça fait vraiment plaisir. Oh, est-ce que ça fait plaisir? Ouh là là. 2 têtes, ouais. Ça c'est franchement magnifique. Très bien. Donc il faut les connaître par cœur, dans l'ordre et dans le désordre. Et voir lesquelles sont des afflictions, lesquelles sont du karma. Ouais, c'est ce que dit Arya Nagarjuna. Elle dit le premier, le 8e et le 9e sont des afflictions. Ensuite, le 2e et le 10e sont du karma. Tout le reste, c'est des souffrances. Donc, dans les 12 liens, on a les vraies souffrances et les vraies origines. Ouais. Et donc, pour s'en débarrasser, forcément, on doit se débarrasser de la vieillesse et de la mort. Pour ça, il faut se débarrasser de la naissance et donc se débarrasser, etc. Donc, de l'ignorance fondamentale. L'ignorance fondamentale, c'est la saisie de notre propre personne comme existant de manière inhérente. Ouais. C'est la vue du destructible. Ouais, vous l'avez déjà entendu? Vue de la collection transitoire, etc. etc. Satkaya drishti en sanskrit. C'est la vue du destructible. OK. Et donc, on se saisit soi-même de manière innée comme existant de manière inhérente. Pourquoi? Parce qu'on a d'abord la saisie de nos agrégats comme existant de manière inhérente. Ouais. Très bien. On observe nos sensations, on observe notre corps, etc. Et donc, nous qui possédons ce corps-là, qui possédons ces sensations-là, forcément, on va se saisir de manière inhérente. C'est ce que dit Arya Nagarjuna dans le Ratnavali. Ouais. Donc, on a la saisie des agrégats comme existant de manière inhérente, on aura la saisie de la personne comme existant de manière inhérente. Ouais. Donc, ça vient de la saisie du soi des phénomènes. Donc, il faut détruire cette saisie du soi des phénomènes aussi. Ouais, ça veut dire que quand on veut se débarrasser du problème, on médite d'abord sur le non-soi de la personne, avec les différents raisonnements qu'on essaiera de voir la prochaine fois. On prendra des citations de Arya Nagarjuna, parce que c'est forcément fondé sur ces sources valides. OK, donc on se dit, est-ce que j'existe de manière inhérente ou pas? Est-ce que j'existe d'abord? Ce que dit Vénérable Geshe-Damdul. Il faut répondre à 2 questions. Oui à la première, non à la deuxième. Est-ce qu'on existe? Oui. Est-ce qu'on existe de manière inhérente? Non. Et là, on est dans la voie médiane. C'est tout simple. C'est tout simple. OK, on s'est dit, OK, je n'existe pas de manière inhérente et on reste sur cette focalisation pendant le temps que vous voulez, le temps que vous pouvez, etc. Ouais, très bien. Mais ça ne suffit pas. Encore faut-il réaliser le non-soi des phénomènes, des agrégats en particulier. Pourquoi? Parce que c'est la base d'imputation de la personne. Ouais, quand on parle du soi des phénomènes, c'est-à-dire les existants autres que la personne. Ouais. Et donc les agrégats en particulier. Parce que méditer sur le non-soi de la tasse, c'est sympa si on est attaché, si on est obsédé par rapport à cette tasse. Mais c'est plus constructif, plus intéressant de méditer sur le non-soi des agrégats. Ouais. Donc le corps, où est le corps dans sa base d'imputation? Nulle part. Les sensations, les identifications, les formations,
et les consciences, surtout la conscience mentale. Ça, c'est très, très important. C'est ce que conseille sa sainteté très régulièrement, c'est de méditer sur la conscience, sur l'esprit lui-même, et de comprendre la vacuité de l'esprit lui-même. C'est beaucoup plus spectaculaire pour le pratiquant, comme dit sa sainteté, et c'est très utile pour la suite, pour les tantras, pour beaucoup de choses. Ouais. Donc, c'est très, très important, et surtout parce qu'on a tendance à s'assimiler à notre conscience, parce que dans le samsara, qu'est-ce qui transite? Le continuum de conscience. Et donc, on peut facilement s'identifier au continuum de conscience, mais la personne n'est pas sa conscience, et la conscience est vide d'existence inhérente. Ouais. Ça, il faut le certifier à tout prix. Et donc, on est dans la focalisation semblable à l'espace, et quand on sort de cette absorption, on est dans la post-méditation semblable à l'illusion. Ouais, c'est-à-dire que les choses continuent de nous apparaître comme si elles existaient en soi, mais on a compris qu'elles étaient vides d'existence en soi. Ouais. Donc, elles sont semblables à l'illusion. Ouais. Exactement. La personne n'est pas sa conscience. Si la personne était sa conscience, on ne pourrait pas dire Nathalie est assise, puisque la conscience n'est pas assise. La conscience n'est pas matérielle. Ouais. C'est-à-dire que Nathalie est une même entité avec son esprit et une même entité avec sa conscience. Vous vous souvenez de ce que ça veut dire, même entité? Ce qu'on avait vu la dernière fois. Ouais. Ça veut dire que pour une perception directe, ça apparaît et ça n'apparaît pas séparément. Ouais. C'est-à-dire que quand les agrégats ou une partie des agrégats de Nathalie apparaissent, Nathalie apparaît nécessairement et pas séparément. Donc, Nathalie et ses agrégats sont une même entité. Ils ne sont pas une même chose. Ouais. Ça, c'est très important. OK. Donc, essayez d'alterner comme ça, absorption semblable à l'espace et post-méditation semblable à l'illusion. Donc, semblable à l'illusion, ça veut dire que c'est comme une illusion. On n'est pas en train de dire que nous sommes des illusions. Ouais. Ouais. Si Dans vous... quelle mesure le jeu existe? Si l'atma n'existe pas, dans quelle mesure tu dis tout à l'heure que le jeu existe? Qu'est-ce qu'il faut pour exister conventionnellement? Ah, conventionnellement, au niveau conventionnel, Ouais. pas au niveau ultime. Est-ce qu'un jeu pourrait exister ultimement? Comment? Est-ce qu'un jeu pourrait exister ultimement? Qu'est-ce qui pourrait exister ultimement? Ce qui existe ultimement, c'est toujours rien, quoi. C'est limité. Qu'est-ce qui existerait ultimement? Exister ultimement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment? Qu'est-ce que ça veut dire exister ultimement? C'est tout ce qui est à l'interdépendance, c'est-à-dire tout. Et puis, Exister de manière ultime, ça veut dire être trouvable à l'issue d'une analyse ultime. C'est-à-dire passer ce qu'on cherche dans la machine à rayon X ultime. Donc on cherche dans ses constituants, dans ses caractéristiques, où est vraiment le phénomène en question? Est-ce qu'on peut le trouver? mais concrètement, c'est pas concrètement. Qu'est-ce qui est quoi? Qu'est-ce qui est quoi? Par exemple, si on cherche le jeu qui est complémenté à l'extrême ou critiqué devant tout le monde, etc. Et donc, on a cette sensation très vivace d'un jeu qui existe là, de ce côté. Et c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est la saisie égotique. Et on se demande, OK, s'il existait, ça c'est très important pour la suite. Je suis en train de faire un teaser pour mercredi prochain. C'est mercredi, c'est ça, le 11? OK. Non, là, ce sera mercredi. Ouais. Ce sera mercredi, là. Ouais. Donc, on fait un petit teaser pour mercredi. Si le jeu existait de manière inhérente, plus on va le chercher, plus on devrait le trouver. Si le jeu existait de manière ultime, on va le chercher vraiment, mais on va mettre toute notre vie dans la recherche ultime. On devrait pouvoir le trouver. C'est ce que dit Arya Nagarjuna dans le Ratnavali. Il dit, si le mirage était de l'eau, pourquoi ceux qui se rapprochent du mirage ne voient-ils pas de l'eau? De loin, on voit un mirage, d'accord? On a l'impression qu'il y a un point d'eau là-bas. Et on se rapproche. Qu'est-ce qu'on voit? L'absence d'eau, l'absence de rivière ou l'absence de lac. Et bien là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là, si on n'analyse pas, en effet, de manière innée, on va se saisir comme existant de manière inhérente. Donc, si ce jeu existait de manière inhérente, existait de manière solide, concrète, ultime, etc., par ses propres caractéristiques, plus on va le chercher, plus on devrait le trouver. Est-ce que c'est possible? Mais l'ultime, alors, L'ultime, alors il y a deux sens du mot ultime. Je vous envoie le texte aussi, c'est de Thupten Jinpa, qui parle de deux sens ultimes. Le premier sens, c'est la vacuité. La vacuité, c'est l'ultime. Pourquoi? Parce que c'est au-delà des apparences. C'est la réalité finale. Voilà, la vacuité, c'est la réalité finale. Ouais, ça veut dire que c'est au-delà des apparences. C'est pour ça que c'est l'ultime, c'est le final. Il n'y a rien derrière. C'est ça que ça veut dire ultime. Et il y a l'ultime qui est un objet de négation. Ça veut dire existence ultime, existence indépendante, inhérente, intrinsèque, absolue, etc. Tout ça, c'est équivalent. Ouais. C'est-à-dire une existence qui résisterait à une analyse ultime.
une analyse qui dépasse la frontière du conventionnel. Est-ce que ça existe? Est-ce que le bouddhisme a trouvé quelque chose? Eh ben, pour les non-prasangika, oui. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure pour les swatantrika, conventionnellement. Conventionnellement, pour les non-prasangika, il y a une existence ultime, une existence inhérente. Et pour les prasangika, il n'y en a pas du tout. Ouais. C'est pour ça que les swatantrika ont une négation affirmative et les prasangika ont une négation non affirmative par rapport à la vacuité. Ouais. Vous avez vu ça ou pas? Ok, laissez tomber. Laissez tomber. Ok, très bien. Donc l'ultime, c'est quoi? Ça veut dire que quand on parle à l'affirmative, c'est l'ultime. C'est-à-dire que la vacuité est la vérité ultime, la vérité finale, ce qui dépasse la simple apparence. Ouais, c'est ça que ça veut dire. C'est ce que dit Lama Tsongkhapa. Il n'y a pas d'autres définitions, il n'y a pas d'autres mots pour définir l'ultime? Tu veux dire l'ultime au sens de la vérité ultime ou de objet de négation? Je crois qu'il y a d'autres présentations. Parce qu'il y a deux sens du mot ultime. Ouais. C'est-à-dire que si on l'affirme, si on dit il y a un ultime, on va parler de la vacuité. La vacuité, c'est ce qu'on a trouvé. Voilà, ça veut dire que c'est la réalité finale des choses. Ouais. Très bien. C'est l'envers du décor, on pourrait dire. C'est la réalité finale des choses. Donc, c'est la réalité ultime. Ouais. Là, il n'y a pas d'autre mot pour définir cette réalité ultime. Pour définir la vacuité, Ouais. C'est le vide, quoi. ben, c'est l'absence pure et simple d'existence absolue, intrinsèque, par ses propres caractéristiques, etc. Ouais. Très bien. C'est l'absence d'existence ultime. Ouais. Tout à fait. Alors, il y a des phénomènes permanents, attention, hein. C'est-à-dire que l'existence inhérente impliquerait nécessairement la permanence, mais si c'est permanent, ça n'implique pas nécessairement l'existence inhérente. Ouais. Ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. Ça veut dire que les phénomènes permanents existent chez les prasangika. La vacuité est permanente, ouais, mais elle est dénuée d'existence inhérente, ouais, parce qu'elle dépend forcément de plein de choses. Ouais. Donc, c'est bien de garder ça à l'esprit. Si vous pouvez regarder dans le traité le traité du milieu, ça a été traduit par aux éditions du Seuil, normalement. Le traité du milieu, c'est une vieille version française, un peu empoulée, mais il y a des points intéressants qui sont mentionnés dedans. Sinon, vous avez Stance du milieu par excellence de Guy Bugeaud, c'est les strophes de Arya Nagarjuna, commentées par un philosophe de la Sorbonne, je crois. C'est très intéressant aussi. Ça, c'est du français, donc vous pouvez regarder là-dedans. Et la fois prochaine, on essaiera d'extraire des strophes justement des traités dialectiques de Arya Nagarjuna pour voir les raisonnements qui sont employés pour éliminer le problème. Parce que là, on a vu le problème. On a vu quel était le problème, quelle était la saisie d'existence permanente, unitaire, etc., jusqu'à inhérent. Et non, maintenant, on va éliminer ça. Grâce à quoi? Grâce au raisonnement, grâce à la déduction. Ouais. Ça marche? Bravo, bravo, magnifique, magnifique, bravo. Merci à vous. Merci. Hein, pardon? Quel nom est-ce que vous cherchez? Nagarjuna, tout simplement. Nagarjuna. Arya Nagarjuna, oui. Oui, tout à fait. Très bien, merci beaucoup.